Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous emmène découvrir des lieux historiques du département à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On commence tout de suite avec l'église de Girmont à Thaon-les-Vosges. Nos Journées européennes du patrimoine commencent avec un instrument, cet orgue qui vient de retrouver son église, l'église de Girmont à Thaon-les-Vosges. Alors Bernard, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes l'organiste titulaire ici à l'église. Alors cet orgue, il avait bien besoin d'être restauré. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a été changé? Bien, écoutez, au fil du temps, les orgues s'empoussièrent. Et au fil des accords, eh bien, les tuyaux sont plus ou moins, il faut les ouvrir ou les fermer un petit peu pour réaliser vraiment un accord parfait. Donc, au fil du temps, celui-ci a 50 ans qu'il n'avait pas été revu. Donc, il était temps, avant qu'il y ait des problèmes vraiment qu'on n'aurait jamais pu résoudre par la suite, on aurait cassé cet instrument. Donc, ça a été revu par la manufacture d'orgue de Rambervillers, qui ont fait un travail considérable et vraiment, je les remercie encore. Et donc là alors, vous avez rejoué dessus depuis qu'il l'a retrouvé, écoutez, il est revenu au printemps ici. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit... tout est clair, le son est clair, toutes les notes fonctionnent. Avant, une note sur deux, sur trois, des fois, bougeait. Non, maintenant, c'est un réel plaisir. Et puis, pour un organiste comme ça, qui a côtoyé un instrument pendant une trentaine d'années, vous savez, c'est la plus belle des récompenses. Est-ce que ça reste le même instrument, malgré tout? Les tuyaux sont identiques. Ils ont été dépoussiérés, ils ont été revus, ils ont été recylindrés et tout. Mais ce qui a changé, c'est la transmission. Maintenant, c'est par électronique. Avant, on avait un système un peu par soufflet, par électrovanne. Alors que maintenant, ce sont des cartes électroniques avec les composants. On n'a plus de problème d'intervention parce qu'on peut tout de suite situer la panne où elle se trouve. Avant, il fallait des recherches phénoménales des fois pendant les jours et on ne trouvait pas encore. Et le câblage a été refait, le moteur ventilateur a été sorti. Avant, il se trouvait à l'intérieur. Maintenant, il se trouve à l'extérieur pour justement pouvoir intervenir plus facilement. Donc plus simple, plus pratique. Oui, c'est vous le présentez, un régal. Vous le présentez d'ailleurs tout ce week-end, cet orgue au public qui va visiter l'église. Et on a la chance d'avoir un organiste de renom, Johan Martin, et puis Constance, là, qui est jeune organiste aussi. Eh bien, merci Bernard de nous avoir présenté votre instrument, que vous avez plaisir à retrouver d'ailleurs. On va tout de suite l'entendre, d'ailleurs cet instrument, avec Constance, 14 ans, qui va nous jouer un petit air. Après ce moment musical, il est temps de mettre en valeur l'église La Nativité Notre-Dame de Girmont, qui a reçu son orgue tout récemment. Alors bonjour Gérard Serrier. Bonjour. Alors vous êtes paroissien ici et surtout passionné d'histoire. Vous pouvez vous en savez un petit peu quand même sur l'histoire de cette église. Peu, oui. Alors elle a été construite au XIe siècle. Oui. Elle a été détruite par les guerres. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, pendant quelques années, il ne s'est rien passé parce qu'il faut de l'argent pour reconstruire une église. Donc pendant une vingtaine d'années, il n'y a plus d'église. Et puis les chanoinesses d'Épinal, qui étaient les seigneurs de Girmont, ont refinancé une nouvelle église à partir de 1492.
Et donc ça, c'est l'église qu'on trouve aujourd'hui, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Globalement, elle n'a pas changé, à part bien sûr les vitraux, des choses comme ça, mais globalement, elle est telle qu'elle était à l'époque. Et d'ailleurs, plutôt en bon état. Mais ça se travaille, quoi. C'est une église qui s'entretient. Elle est plutôt en bon état, elle est solide, et puis elle a été bien entretenue par les différentes municipalités depuis une 50aine d'années, donc les travaux nécessaires ont été faits. Qu'est-ce qui a été restauré, par exemple, de majeur? Essentiellement les toitures, parce que c'est le gros problème quand il y a une fuite d'eau, c'est là où il y a des problèmes dans les voûtes. Il y a de ce côté-là, on a les meneaux des vitraux qui ont été remplacés parce que la pierre était en train de se désagréger. J'avais signalé que ça risquait de s'effondrer, donc ça a été refait. Et les meneaux, c'est ce qui entoure les vitraux. C'est la pierre centrale des fenêtres. Et donc, les deux du côté là, qui sont plus au vent, étaient en train de s'abîmer. Donc, j'avais peur que ça tombe. Et les vitraux avec, surtout, c'est ça le gros problème. Les vitraux seraient tombés aussi. Donc, la municipalité a fait ce qu'il fallait et a réparé ça. C'est une donc chance, globalement, en bon état, oui. C'est une chance, c'est pas le cas de toutes les églises en France. C'est pas le cas de toutes les églises, oui. Le président a annoncé hier, ces derniers jours, un grand plan de restauration pour venir en aide aux églises en péril. J'ai entendu ça, effectivement. Non, nous, on n'est pas en détresse, mais il y a quand même des choses importantes qui seraient à faire, notamment l'accessibilité. Parce que ça, évidemment, ça n'a jamais été prévu. Parce qu'elle on le voit pas dans l'image, mais elle surplombe. C'est très compliqué d'arriver. Et puis l'électricité qui date de 84, qui a été très bien faite d'ailleurs à l'époque, avec les moyens de l'époque, mais le matériel a changé aujourd'hui. Et ça coûte extrêmement cher en électricité. Voilà. Et elle reste bien vivante, elle accueille toujours du public, des fidèles chaque semaine? Non, chaque semaine non, parce que d'abord il y a de moins en moins de fidèles, et puis il n'y a plus de prêtres résidents non plus. Donc c'est le prêtre de Taon qui vient célébrer. D'ailleurs on fait partie de la même paroisse, donc c'est seulement en gros une fois par mois. Plus quelques mariages, et puis les enterrements. Les gens tiennent beaucoup à être enterrés dans leur église de naissance. Bon, en tout cas, il sera possible de la visiter demain dimanche. Demain, il sera possible de la visiter. Voilà, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, demain, elle sera grande ouverte. Et puis, il y a la messe du matin pour la bénédiction de l'orgue. En quelque sorte, c'est la cérémonie religieuse le matin, cérémonie civile l'après-midi. D'accord. Le matin, la bénédiction, l'après-midi, le concert. Ok, très bien. Eh bien, merci Gérard Serrier de nous avoir appris un peu plus sur cette église de Girmont. Eh bien, merci de vous y intéresser. Connaissez-vous le château des Brasseurs à Certigny? Eh bien, oui, qui ne connaît pas le château des Brasseurs, c'est la mairie, je crois. Exactement. Mon grand-père appelait Certigny Hetnier. En patois. En patois, voilà. Il était de la région là-bas. Un autre grand bâtiment de patrimoine vosgien qui est possible de visiter lors de ces journées du patrimoine. On le découvre tout de suite là, dans un reportage tiré de nos archives. Certigny possède une des plus belles mairies de France car installée dans un château, dans l'aile droite les services municipaux et Madame le maire qui travaille dans ce qui fut le salon privé de Victor Champion, patriarche d'une riche famille de brasseurs à l'origine de la construction fin 19e de la bâtisse, rachetée et propriété de la commune depuis 1977. Toute l'aile gauche est inoccupée et la vie de château a un coût, alors la commune cherche à valoriser ce patrimoine. On a conscience que ce patrimoine a un atout, est véritablement un atout et doit être valorisé d'un point de vue touristique et économique. Pourquoi? Mais parce que globalement, nous, collectivités qui en sommes propriétaires, il faut aussi qu'on ait peut-être un partenariat pour assurer l'avenir. Les générations futures qui ont ce patrimoine, il est beau, il est magnifique, mais il coûte quand même un peu d'argent en fonctionnement. Donc l'idéal, ce serait évidemment de partager les coûts de fonctionnement. La mairie veut rester propriétaire et prendrait à sa charge la rénovation, mais il faut trouver l'investisseur, locataire ou gérant. Une étude opte dans ce château de style néo-renaissance pour un projet hôtelier avec restaurant, une dizaine de chambres, avec de belles prestations et Madame le maire en rêve déjà. On imagine déjà les gens qui viennent avec leurs valises et qui vont arriver ici et qui vont rentrer dans cette place-là parce que il y aura donc la réception qui se ferait là. Ça, ce sont des salles aujourd'hui qui sont utilisées soit pour notre rédactrice Gazette. Il y aura un ascenseur là, ils monteront dans leur chambre à partir d'ici. L'ex-jardin d'hiver donne sur le parc de
4 hectares où un practice de golf pourrait voir le jour, qui sait. Des pièces d'origine comme cette ex-salle de bain ne manquent pas de charme non plus. Mais les sous-sols qui feraient office de cuisine montrent l'ampleur des travaux à réaliser, estimés à 3 ou 4 millions. L'idée, c'est de pouvoir avoir tout un service de cuisine comme c'était à l'époque. Nous avons mis autour de la table les différents financeurs qui seraient susceptibles de nous aider dans le cas où le projet se fait. Bien sûr, la région, le département. Aujourd'hui, on travaille avec l'agglomération aussi, avec l'État, avec la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, on essaye de mettre tous les partenaires qui sont fort intéressés par ce projet. Alors, avis aux amateurs, et l'annonce pourrait ainsi être rédigée dans les Vosges, proche d'Épinal, recherche gérant pour un projet haut de gamme, dans un château partagé situé dans un écrin de verdure à Certigny, commune labellisée ville active et sportive, avec ses multiples services. Alors on quitte ce beau château des Brasseurs de Certigny pour rejoindre un second lieu de culte dans cette émission. Nous sommes ici au temple protestant d'Épinal en compagnie de Valérie Mitrani. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes pasteur ici et vous allez organiser des visites, tout ce week-end. Alors ce temple, il fête cette année ses 150 ans. Alors racontez-moi un peu son histoire. Eh bien, écoutez, c'est un immense plaisir de vous recevoir pour ce week-end. Merci. C'est les Journées du patrimoine, mais effectivement, nous fêtons nos 150 ans de ce temple qui date effectivement déjà d'un peu plus d'un siècle, qui a été construit après la guerre de 70, au moment de l'arrivée de ceux qui ont fait le choix de rester français, et parmi eux, beaucoup de protestants qui sont venus habiter Épinal. La population à ce moment-là a explosé à Épinal, avec beaucoup d'entreprises et de constructions, dont ce temple. Dans ce temple. Donc qui rassemblait combien de fidèles à l'époque? Alors c'est très très difficile de savoir exactement combien il y avait de personnes, mais en tout cas on peut peut-être autour d'une centaine de familles à l'époque, en sachant que ça a mis 10 ans à être construit, grâce à une souscription publique, mais aussi bien sûr des dons des fidèles de l'époque, et aussi de Sainte-Marie-aux-Mines, puisqu'à ce moment-là, la petite communauté protestante dépendait de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors en point d'architecture, parce qu'en première partie d'émission, on se trouvait dans une église catholique avec beaucoup d'icônes. C'est tout l'inverse ici, où on a parlé de sobriété. Oui, sobriété, grande simplicité, voilà, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, et j'ai envie de dire, rien à voir tout à entendre. C'est peut-être la plus grande différence entre un lieu de culte catholique ou orthodoxe et protestant. Dans une église orthodoxe, il y a des choses à voir, il y a des choses à sentir. Dans un temple, il y a des choses à écouter. Et il faut que rien ne trompe l'attention. Et donc, pas d'icône, pas de représentation figurative, pas d'objet particulier, mais tout centré en direction de la chair, en direction du lieu où l'on parle, pour écouter un enseignement et être instruit dans sa foi. Donc ce lieu est toujours vivant aussi, il reçoit toujours des fidèles, moins qu'avant. Combien par semaine, quelles cérémonies ont lieu ici ? Alors écoutez, tout dépend des occasions. Bien évidemment, si c'est une fête carillonnée, Noël, Pâques, s'il y a un baptême, s'il y a un mariage, si même des obsèques, il peut y avoir une énorme assemblée. Mais si c'est le culte dominical, on est entre, une bonne vingtaine. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes, disons autour d'une vingtaine. Okay. Ce temple, il a 150 ans, il est quand même plutôt bien restauré, mais il marque quand même les signes du temps. Comment est-ce qu'on l'entretient ? Alors, nous en avons la totale charge. La communauté des fidèles entretient, soutient et organise les travaux de réparation. Il peut y avoir des aides extérieures, mais occasionnelles de la part de la municipalité, mais c'est rare. Tout le reste est à la charge des paroissiens. Donc effectivement, actuellement, on aurait un énorme chantier au niveau de la peinture intérieure à faire. Mais bon, nous sommes assez contents qu'il reste encore confortable. On peut le chauffer. On essaye de faire des économies de chauffage, mais on peut le chauffer. Ça d'ailleurs, si il fait trop froid, on peut faire le service dans une salle que nous avons à l'arrière. La toiture est en bon état, donc pour le moment, c'est un bâtiment qui tient la route. On espère le plus longtemps possible et on essaye de le maintenir. Très bien. Et demain, d'ailleurs, il va encore recevoir du public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, demain, déjà, donc aujourd'hui, le temple est ouvert. Tout à l'heure, il y a eu une petite présentation du sens de l'architecture de ce temple. Et demain, il y aura toute une journée d'action de grâce, de reconnaissance pour ces 150 ans, avec notamment le culte le matin à 10h, qui est un culte public, comme tous les cultes d'ailleurs. Et tous les cultes dominicaux sont publics, la porte est toujours ouverte, jamais fermée à clé. C'est d'ailleurs la loi, selon la loi française, c'est obligatoire.
un culte et public. Eh bien, le message est entendu. Merci beaucoup. Valérie Mitrani. Quant à nous, on va se diriger vers un lieu qui n'a absolument rien à voir. On se dirige vers le fort de Golbet, un des lieux à visiter lors de ces journées du patrimoine, dans un reportage d'archives. C'est un ouvrage assez peu connu du grand public. Le fort de la Grande Haie à Golbet est pourtant l'une des 17 fortifications de la place Fort d'Épinal, construite entre 1882 et 1884. Il faisait partie de la ligne de défense érigée par le général Serré de Rivière entre Dunkerque et Nice pour protéger la frontière après la guerre de 1870. Le fort de la Grande Haie, c'est un fort méconnu qui fait partie d'un projet de défense qui à l'origine comprenait 3 ouvrages. Donc les forts d'Uxonnier et de Bois-l'Abbé qui sont très bien connus aujourd'hui. Et le dernier, c'était le fort de la Grande Haie. Alors quand le général Serre de Rivière il va projeter de construire ce fort, au départ, il ne pouvait pas faire un seul fort. C'est pour ça qu'il va construire 3 petits ouvrages qui permettaient de protéger ce qu'on appelle le nord de la place forte d'Épinal. Et si on le découvre ou redécouvre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce fort, autrefois propriété de l'armée, a été racheté par la mairie de Golbet et nettoyé par une association de passionnés. Notre première mission, faut imaginer qu'à l'entrée du fort qui est juste derrière moi, vous ne voyez même pas l'entrée, donc ce sera déjà de couper les arbres à l'entrée pour pouvoir accéder à l'intérieur du fort. Et la première journée, on avait réussi quand même à dégager presque complètement toute la cour. Et après, on a commencé à monter sur le dessus du fort, à découvrir les parties qu'on découvrait, parce que vu que c'était complètement dans la végétation, on ne les voyait pas. Et on a fini de débroussailler et de tomber le dernier arbre le 7 mars dernier. Golbet a peu de patrimoine, mais la preuve, donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de s'appuyer sur cette association pour pouvoir faire venir un peu de public et expliquer l'histoire de ce site. Inauguré il y a quelques jours, le fort de la Grande Haie sera désormais ouvert au public le 2e week-end de chaque mois. On devrait également y voir différentes animations ponctuelles. Alors après le fort de Golbet, nous voici à présent à Uxonnier, tout précisément devant le fort de Bois-l'Abbé, en compagnie de Pascal Durand de l'ARFUP. Bonjour. Donc l'ARFUP, l'association qui s'occupe de la restauration de ce site, qui fait partie, qui est un des forts de la place forte d'Épinal. On a le groupe qui s'apprête à visiter le fort derrière nous. Alors ce fort, rappelez-moi son histoire, la construction, ça remonte fin 1880, c'est ça? C'est ça. Donc, quelle était sa fonction? Donc il a été construit sur 2 années, donc 1884-85, et sa fonction est de défendre l'intervalle entre le fort d'Uxonnier et le fort de la Grande Haie, donc qui sont exposés sur le saillant ouest de la place d'Épinal. Et on a les deux sites, les deux forts, fort d'Uxonnier et fort de Bois-l'Abbé, sont reliés par un petit train. Voilà. Quelle était sa fonction? Alors, la fonction du petit train, il allait au-delà des 2 seuls forts Uxonnier et Bois-l'Abbé, puisqu'il était relié à la place d'Épinal. Et puis il communiquait, il permettait la communication entre tous les ouvrages pour le ravitaillement en vivres, en munitions, enfin tous les biens nécessaires pour la vie militaire. Alors ce week-end, on peut visiter les 3, c'est-à-dire visiter le fort d'Uxonnier, le fort de Bois-l'Abbé et faire la liaison en petit train, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, ça n'arrive pas souvent, et même le fort de Bois-l'Abbé se visite aux lanternes. Oui, c'est ça. Donc on a l'électricité quand même au fort de Bois-l'Abbé, mais pour autant on garde la particularité d'avoir un éclairage similaire à celui de l'époque. C'est tout le week-end, aujourd'hui et demain. C'est ça, donc cet après-midi et demain après-midi donc pour le fort de Bois-l'Abbé, et puis les visites à Uxonnier démarrent le matin, ce matin à 10h et puis demain matin à 10h également. Un point sur le travail de restauration qui a été considérable, fait par les bénévoles de l'association. Il y a encore de la restauration en cours, ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais. Il y a des matériel ferroviaire qui mérite encore des travaux de restauration, donc qui sont en cours. On a des projets à venir pour les temps futurs, puisque à partir de l'année prochaine, on a un gros projet de restauration des ponts d'accès des 2 forts. Donc c'est des travaux assez conséquents. Avec du matériel ancien, j'imagine. Eh bien, on poursuit les travaux, par exemple, de restauration sur des matériels anciens dans le fort d'Uxonnier, puisqu'on a une tourelle qui est en cours de restauration, une tourelle de mitrailleuse. Donc on n'arrête pas, D'autres projets à venir pour le fort, les forts Pour les forts, donc on a, comme je le disais, les travaux de restauration des ponts. On a un autre projet qui me tient à cœur, c'est un verger pédagogique au bénéfice des écoles du village, voilà, qui va voir le jour tout doucement, au gré des opportunités. Voilà, pour mêler encore le public ici. Eh bien, merci Pascal Durand de nous avoir fait une petite introduction à la visite des forts. Quant à nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. À droite, c'est bien.
À gauche. À droite. C'est bon, c'est le dernier, tu descends. Avancer sur un parcours jonché d'obstacles, les yeux fermés, guidé par la voix d'un collègue de travail et accompagné d'un cheval, l'un des exercices proposés lors de cette deuxième session d'Equi-Coaching, organisée en début de semaine par l'Écrin de Lima de Chantraine, suivi par une vingtaine de personnels de l'hôpital de Ravenel et du centre psychothérapique de Nancy-Laxou. Cette formation de 2 jours, animée par les membres de l'Académie d'Equi-Coaching, dont Karim Lagouak, champion olympique du concours complet par équipe à Rio en 2016, ici à l'image, vise au travers de la relation avec l'animal à mieux se comprendre soi-même et ainsi optimiser le travail en équipe. Les engins sont en action depuis fin août sur ce 36e stade géré par la communauté d'agglomération d'Épinal depuis qu'elle a repris la compétence liée aux équipements sportifs le 1er janvier 2020. Nous sommes à Padoue où d'ici décembre, fin prévisionnelle des travaux, il y aura ici même, tout à côté de ce terrain en herbe, et pour un coût de presque 369 000 € en partie subventionnée, une pelouse synthétique, éclairée et plus facile d'entretien. Elle pourra accueillir des compétitions de jeunes et les entraînements des seniors, quelle que soit la saison, ce qui devrait permettre d'éviter la fuite de licenciés vers d'autres clubs. En comptant Padoue et son stade Marc Mougel, ce sont donc 13 communes qui ont ainsi accepté de transférer le leur à la CAE, qui gère désormais 10 synthétiques, 8 stabilisés et 8 terrains en herbe. Pour 2024, il est envisagé de requalifier le stade Seyer et le stade Lederlin à Taon-les-Vaux. Et voilà. Quelques euros dans une tirelire, un geste symbolique qui marque le lancement officiel de la mise en place de la plateforme de financement participatif aux côtés sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Une plateforme de collecte de dons portée par l'association France Active, destinée aux porteurs de projets installés sur le territoire de la CAE et qui souhaitent développer une activité liée à l'une de ces 3 thématiques, l'économie circulaire, les circuits courts alimentaires ou la mobilité. Chaque euro récolté sera multiplié par 3 grâce aux apports des partenaires publics et privés. Les candidatures doivent être déposées avant le 31 octobre sur le site docoté.fr. Le festival Haut-les-Bains de retour pour une 3e édition. La commune de la Vosges-les-Bains organisait le week-end dernier ses 3 jours de fête qui mettent en avant la richesse de son territoire. Le festival était réparti sur une dizaine de sites comme ici sur la place principale. Au programme, stands de producteurs et artisans locaux, concerts, mais aussi différents ateliers à l'image de ce Fab Lab et de ce musée numérique issu du dispositif culturel et innovant Microfolie mis en place par la communauté d'agglomération d'Épinal. Le festival a rassemblé plusieurs centaines de personnes sur les 3 jours. Allez, pour les 10 premiers, les 10 plus rapides, qui me présentent la somme de 30 €. Levez-moi la main, les 10 premiers. Allez, bonne chance. Numéro 1. Le soleil y était certainement pour beaucoup ce dimanche, dans le succès rencontré par la 53e braderie de rentrée, organisée par l'association des commerçants et artisans Épicentre. Un rendez-vous évidemment synonyme de bonnes affaires pour le grand public, et ils étaient, après quelques années chaotiques dues à la crise sanitaire, des milliers de chalands à y répondre cette fois. Environ 170 commerçants, sédentaires ou non, participaient à ce rendez-vous afin de proposer de nombreux produits à la vente, viennoiseries, vêtements, bijoux ou autres objets de décoration et quelquefois insolites. Et voilà, le groupe derrière moi s'apprête à visiter le fort de Bois-l'Abbé. On va les laisser. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission L'Hebdo.